L'affaire commence le 24 juin 2014 du côté de Sète. Marc, lui, était ostréiculteur, il élève des huîtres. Il reçoit un coup de fil un peu alarmant. C'est sa maman qui est au téléphone et qui lui explique que Patrick n'est pas rentré. Et Patrick, c'est son frère qui vit chez sa mère. Et cette dernière est très inquiète puisqu'il n'a pas donné signe de vie depuis la veille. Il est très étrange que Patrick ne soit pas rentré chez sa maman. Il est très étrange que Patrick ne se soit pas rendu la veille au spectacle de sa fille. Rapidement, Marc décide d'aller à Sète, directement en centre-ville, aller voir un peu si quelqu'un a aperçu son frère, que ce soit ses collègues de boulot à l'hôpital qui n'ont pas eu de nouvelles non plus. Il essaie de retracer un peu le fil, savoir où est-ce que peut être son frère, parce que très rapidement, il sent que c'est pas normal. Tous les amis de Patrick conviennent de chercher aux quatre coins de la ville et finalement, un de ses amis retrouve le scooter en face du cimetière et appelle Marc pour l'avertir qu'ils ont retrouvé le scooter de Patrick. Alors, il se rend aussitôt sur place. Marc va avoir l'idée de retenter d'appeler son frère à ce moment-là. Et cette idée va être quand même assez intéressante puisqu'elle va déclencher la sonnerie évidemment du téléphone de son frère, mais qui va sonner dans le scooter. Et Marc, en inspectant le scooter de son frère, il s'aperçoit que non seulement il y a son téléphone qui vibre, il y a aussi ses cigarettes et d'autres affaires qui, habituellement, ils ne se seraient jamais séparés, y compris pour aller faire une balade dans le secteur. L'interrogation, voire même l'inquiétude, vont commencer parce que c'est déjà insolite de voir seul ce scooter-là et sans aucune réponse de son propriétaire. Et à partir de là, j'ai compris que ça serait compliqué, quoi. Patrick, né en 1965 à Sète, est le cadet d'une famille de 5 enfants. On était toujours ensemble. Je l'amenais à l'école. Bon, moi j'avais l'école à côté, je l'attendais pour sortir. Moi j'étais toujours avec mon frère, sans arrêt. C'était quelqu'un de gentil, qui était... Voilà, c'était quelqu'un que tout le monde aimait bien. D'ailleurs, il avait que des copains. Hein. Moi, je ne connaissais pas d'ennemis. Hein. Il est très complice avec son frère Marc, mais il a ce côté un peu secret, un peu discret. On le connaît comme quelqu'un qui ne cherche pas d'histoire, qui ne crée pas de problème. Patrick, c'est vraiment le brave type de Sète, c'est-à-dire que tout le monde plus ou moins connaît par sa gentillesse, voilà, il a beaucoup d'amis. C'est le citoyen traditionnel, tout à fait simple, chaleureux, sans problème majeur. Mon père, c'était quelqu'un de joyeux. Très aimable, très gentil et très serviable avec les gens. C'est pour ça que tout le monde l'aimait d'ailleurs. En 1998, Patrick est embauché à l'hôpital de Sète en tant qu'agent d'entretien. C'est là qu'il va rencontrer son premier grand amour, Claude. Ça va être le coup de foudre et ils vont avoir une vie immédiatement sentimentale, se marier et fonder une famille et avoir une petite fille à Alabama qui sera évidemment le trésor de sa vie. Ah, Alabama, c'était sa vie, c'était ses yeux. Quand elle avait des bonnes notes à l'école, il me téléphonait pour me le dire. C'était sa petite. Alabama se souvient de ces moments de complicité avec son père. On était très proches, très fusionnels. Beaucoup de connexions, beaucoup d'amour, beaucoup de je t'aime, beaucoup ça entre nous. Mais en 2006,
Alors qu'Alabama n'a que 6 ans, Patrick et Claude se séparent. Pour autant, le père de famille tient à rester proche de sa fille. Il va rester en très bon contact avec son ancienne épouse, il va même faire des petits travaux à la maison, il s'occupe beaucoup de sa fille, il l'amène à l'école, il va voir ses spectacles, il la suit, il s'occupe beaucoup de sa maman. Voilà, c'est quelqu'un qui fait l'unanimité autour de lui et qui, tout en étant très discret, joue son rôle d'ex-mari, de papa et également de fils attentionné et même de frère irréprochable pour ce qui est de Marc. Mon père il venait chez ma mère elle allait chez mon père, chez ma grand-mère du coup, puisque mon père il vivait chez ma grand-mère. Mais toujours très proches. On passait du temps tous les trois ensemble, c'était trop bien. Mais au soir du 23 juin 2014, alors qu'il doit assister à une représentation d'Alabama et ensuite dîner avec sa mère, Patrick se volatilise. Je fais ma pièce de théâtre et j'étais sûre qu'il allait venir, il m'avait promis. Ça m'étonne d'ailleurs, puisque quand mon père il promet quelque chose, il vient, mais il n'était pas là. Patrick n'est pas revenu à la maison, et alors qu'il vit chez sa maman depuis sa séparation, et qu'il a l'habitude de rentrer, ou s'il ne rentre pas, il la prévient tout le temps. Le lendemain de cette soirée, donc, elle est très inquiète, elle appelle son fils Marc. Après la découverte du scooter de Patrick et de ses effets personnels, son frère Marc décide de fouiller son téléphone. Sur le journal des appels, on va découvrir qu'il a reçu des appels téléphoniques juste avant sa sortie du travail la veille. Et Marc va avoir l'idée de contacter ce numéro. Il l'appelle. Et effectivement, il tombe sur Audrey qui lui dit très clairement qu'effectivement, elle avait rendez-vous avec Patrick la veille. Audrey, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années qui a 2 enfants. C'est une mère célibataire qui élève ses 2 enfants un peu dans la galère parce qu'elle n'a pas fait d'études. Elle n'a pas eu une vie très facile, elle a eu pas mal de difficultés. Marc, il avait dû en entendre parler, mais il y a très longtemps, puisque c'était une ex-compagne de Patrick. Elle semble un peu marginale à certains égards, donc il s'étonne que son frère se soit intéressé à cette fille-là, ce qui ne lui correspond pas. Cette dernière va lui expliquer que oui, ils ont juste fait une balade ce jour-là, quand elle ensuite avait fait sa vie, était repartie en bus et qu'ils s'étaient quittés sans plus. Alors que Patrick n'a pas donné signe de vie depuis 2 jours, Marc décide de signaler sa disparition aux autorités. Je leur explique tout, hein. Je leur dis que mon frère, depuis lundi, on l'a plus vu, il n'est pas là au travail, on a retrouvé son scooter, enfin, je leur raconte tout, quoi. Alors, Marc va tout de suite se confier à la police, va confier ses doutes, ses inquiétudes et va expliquer qu'il a découvert le dernier contact de son frère avec cette ancienne compagne qui se prénomme Audrey. Il va même raconter la conversation qu'il a eue avec elle, qu'il a trouvé un peu bizarre. Donc il va immédiatement alerter les enquêteurs sur cet ultime rendez-vous et Audrey devient de fait la dernière personne qui, à ce stade, a vu Patrick vivant. 2 jours après la disparition de Patrick, Audrey est convoquée au commissariat. Elle explique ce qu'elle a dit à Marc, à savoir qu'elle a eu un rendez-vous le lundi 23 juin avec Patrick, que c'est un rendez-vous qui a duré quelques dizaines de minutes, et qu'ensuite ils se sont quittés parce qu'elle devait aller récupérer ses enfants à l'école et lui avait des choses à faire. Sa position, lorsqu'elle est entendue par les services du commissariat de Sète, c'est de dire
C'est quelqu'un que je connaissais il y a quelques années, on s'était perdu de vue, on s'est retrouvés, on a renoué une relation amicale. Et ce jour-là, on s'est baladé près du cimetière et ensuite chacun a fait sa vie. Mais au cours de son récit, Audrey va livrer un détail qui va interpeller les policiers. Elle explique que c'est un ami qui l'a déposée au rond-point du Vigneret, qu'elle l'a rencontré de manière tout à fait fortuite. Le policier insiste en disant « Madame, vous devez nous donner le nom de cette personne ». Et donc elle finit par expliquer qu'il s'appelle Rémi, qu'il est coiffeur et que bon, elle n'a pas envie qu'il ait de problème. Rémi, c'est pas quelqu'un de charismatique ni de très connu, mais c'est le coiffeur à domicile, c'est le coiffeur des mamies. Rémi, c'est celui à qui on va donner le bon Dieu sans confession. Hein. Il a une bonne tête, il est mignon, il est poli, il est gentil. Et les policiers s'aperçoivent qu'il y a eu voilà, une espèce de relation qui s'est nouée entre Audrey et Rémi, amicale, flirt, liaison. C'est assez ambigu, en tout cas ils sont en contact assez fréquemment. Et dans le puzzle de cette disparition mystérieuse, Rémi apparaît comme un nouvel élément assez important aux yeux des policiers. Pour la police sétoise, l'enquête sur la disparition de Patrick s'annonce complexe. Des renforts sont alors appelés pour tenter de le retrouver. Rapidement, le parquet de Montpellier décide de saisir un service spécialisé, le SRPJ, la police judiciaire, qui est à même de mener ce genre d'enquête qui s'annonce délicate et longue. Et en s'intéressant au profil de Rémi, le coiffeur ambulant, ils s'aperçoivent qu'il n'est pas inconnu totalement de leur service. On va découvrir qu'effectivement, 5 ans avant, sa femme, Nadège, est morte, se serait suicidée. Dans des conditions qui, à l'époque, avaient suscité quelques interrogations. L'affaire n'avait pas eu de suite pénale, mais avait troublé quand même ici ou là pas mal de gens. Rémi explique que très tôt le matin, il s'est levé et qu'il a découvert, ne voyant pas sa femme Nadège à ses côtés, qu'il a découvert son épouse pendue dans le garage. Le SRPJ décide de se replonger dans cette affaire datant de 2009. Et ils vont découvrir que Nadège et Patrick se connaissaient. Un élément qui va faire basculer l'enquête. Nadège, qui travaille à l'hôpital de Sète, elle aussi, donc est une collègue de travail de Patrick. Et on s'aperçoit, les policiers en enquêtant, qu'il y avait eu un flirt, une liaison entre Nadège, pourtant mariée avec Rémi, et Patrick, et qu'il y avait apparemment une histoire d'amour qui était en train de naître entre tous les deux à cette époque. Depuis quelques mois, ils s'étaient rapprochés. Amicalement, mais un peu plus. En tout cas, à l'évidence, il y avait une attirance entre eux. Je savais qu'il était bien avec cette femme, quoi. Qu'elle lui plaisait, que c'était réciproque, quoi. Le 3 juillet 2009, Nadège a organisé une soirée pour fêter sa titularisation avec ses collègues. Et elle a convié Patrick. Et c'est au cours de cette soirée-là que va se produire le premier rapprochement charnel, on va dire, entre deux personnes qui s'aimaient d'un amour jusque-là complètement platonique.
Elle rentre, c'est à peu près 5 h du matin, le samedi matin. Et à ce moment-là, Rémi est furieux. Il va ensuite la sommer de s'expliquer et on apprendra qu'elle a donné le nom de Patrick, expliqué qu'elle a eu un rapprochement avec lui, expliqué même que ce rapprochement est un rapprochement sentimental, qu'elle estime sérieux. Celle qui représente son épouse avec leur confort, leur maison bien rangée, leur emploi du temps bien défini, tout ça c'est terminé parce que Nadège, à ce moment-là, quand elle rentre, elle lui a dit « Tout ça c'est fini, c'est pas la vie que j'ai envie de continuer à avoir ». Donc on imagine une Nadège revenant à son domicile et exposant cette situation à Rémi qui va le supporter ou ne pas le supporter. Nadège est retrouvée 9 heures plus tard suicidée dans son garage, pendue, alors que, a priori, elle avait décidé de quitter son mari. À l'époque, les policiers dépêchés sur place avaient découvert une lettre posée sur l'établi. C'est un mot qui n'est pas daté, qui n'est pas signé, qui n'est pas une lettre d'adieu. Et les explications qu'elle donne ne sont pas des explications de quelqu'un qui part, on dirait quelqu'un qui avoue une faute conjugale. On ne comprend pas qu'elle regrette ce qui s'est passé avec Patrick. On comprend qu'elle regrette d'avoir passé la limite de la fidélité alors qu'elle est encore mariée. Et elle avouerait une faute conjugale qui ne serait pas allée jusqu'à la totalité d'une consommation, d'une relation charnelle, mais puisqu'elle va dire « j'ai une relation avec ce Patrick, mais sans éjaculation ». On imagine mal une femme donner ce détail, et puis surtout ce détail au moment de partir. Donc ce mot est très étrange. Effectivement, on peut se poser des questions sur la réalité de la cause de la mort de Nadège. Mais bon, les circonstances ont fait que il n'y a pas eu de suite. Mais pour les enquêteurs du SRPJ, cette liaison entre Nadège et Patrick pourrait avoir un lien avec la disparition de ce dernier. Et on s'aperçoit qu'il y a Rémi, le coiffeur, qui était marié avec Nadège. Sa femme s'est suicidée au lendemain d'un adultère avec Patrick. Forcément, une des idées qui vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il a pu se venger? Si ce Rémi a mal vécu cette relation, il a pu vouloir s'en venger, mais s'il s'en est vengé, pourquoi se venger 5 ans plus tard? La police judiciaire décide alors de mettre en place une surveillance d'Audrey et Rémi. Ils vont évidemment naturellement être suspects tous les deux, et donc comme tels placés sous surveillance policière, tant téléphonique que physique. Et sur le plan téléphonique, on va s'apercevoir que toute relation téléphonique a cessé. Cette surveillance met en avant le fait que Rémi va tout de même, malgré l'absence de contact téléphonique, va chez Audrey, et donc ça interroge. Alors, sous l'autorité du juge d'instruction, les deux sont placés en garde à vue pendant 48 heures. Au cours de leur garde à vue, Audrey et Rémi vont être plusieurs fois interrogés sur les liens qu'ils pourraient avoir avec Patrick. Ils vont résister, alors qu'ils sont absolument pas habitués des gardes à vue. Ils ont tous les deux des casiers judiciaires parfaitement vierges. Ils n'ont jamais fait l'objet d'une mesure de garde à vue. Et ils vont résister à des enquêteurs et aux assauts de questions. Les deux personnes, que ce soit Rémi ou Audrey, continuent à dire qu'ils n'y sont absolument pour rien. Au bout de 46 heures, on les relâche parce qu'on n'a pas de corps, on n'a pas d'aveu. La piste d'Audrey et Rémi n'aboutit pas. Et Patrick demeure introuvable. Après la garde à vue, les enquêteurs se remettent au travail
Et ça coïncide avec un moment où Claude, l'ex-femme de Patrick, vient les voir en leur expliquant qu'elle ne peut pas leur expliquer pourquoi ni comment, mais qu'elle a eu une vision et qu'elle voit Patrick dans une grotte et qu'il faut absolument trouver cette grotte. Les enquêteurs font le rapprochement avec la grotte du Vigneré. C'est un endroit qui présentait la coïncidence de se trouver à 100 mètres de l'endroit où le scooter avait été abandonné. Il y a des galeries souterraines, et notamment cette grotte de Listel, qui est un endroit connu de certains Sétois, où les adolescents s'amusent à se faire peur, ou d'autres en profitent pour aller boire quelques bières ou fumer des pétards. C'est un lieu voilà, un peu mystérieux, un peu glauque. Beaucoup ne la connaissent pas, et certains qui en ont entendu parler n'y vont pas, parce que c'est un endroit qu'il vaut mieux éviter. Trois semaines après la disparition de Patrick, une équipe est envoyée sur place. Pour la première fois, les enquêteurs pénètrent dans la grotte. Ils s'avancent, ils vont explorer les galeries, ils ne trouvent rien, mais finalement dans la première galerie, peut-être 100 mètres après l'entrée, il y a une sous-cavité. Plus ils approchent et ils sentent une odeur qu'ils connaissent trop bien, malheureusement. Dans un renfoncement à 60 mètres, avec les lampes torches, ils découvrent un cadavre en mauvais état. Ils découvrent ce corps calciné avec la boîte crânienne explosée par un impact de balle, ligoté aux pieds et au niveau des mains, coupé en deux par la crémation qui a disloqué le corps en deux parties. On va s'apercevoir que la mort a été violente parce qu'on va trouver des traces balistiques qui vont confirmer que c'est un crime et que le corps qu'on vient de découvrir a été manifestement exécuté. Et tout de suite, ils vont penser à la possibilité que ce soit Patrick. Un médecin légiste est immédiatement dépêché sur place. Les enquêteurs veulent déterminer au plus vite s'il s'agit ou non de Patrick. On va retourner le cadavre et on va s'apercevoir que sur une partie de l'épaule qui n'est pas calcinée, on va identifier un tatouage de Jim Morrison et tout le monde sait dans la famille que Patrick avait fait tatouer son chanteur préféré sur son corps et donc hélas il n'y a plus de doute possible, il s'agit bien de Patrick. Le médecin légiste révèle qu'il y a eu au moins 2 tirs. Il y a eu 2 tirs, un au niveau de l'œil et l'autre au niveau du cou. La victime a été abattue de coups de fusil et que son corps a été en partie calciné. Les enquêteurs se posent la question de qui peut bien en vouloir à Patrick au point de l'exécuter dans des conditions totalement sordides et de manière très très violente. Les proches de Patrick sont immédiatement informés. Alabama a 12 ans et ce jour-là restera à jamais gravé dans sa mémoire. J'étais chez ma grand-mère et toute ma famille est arrivée et j'ai compris qu'il se passait quelque chose de très bizarre et personne ne voulait m'expliquer en fait. Du coup ma mère elle m'a pris à part et elle m'a dit et voilà là, même à 12 ans on comprend tout en vrai. Donc je me suis effondrée. C'est un sentiment que je pourrais jamais réexpliquer à ce moment-là, c'était trop douloureux. Je sentais même plus mon corps, c'était un choc émotionnel et mental, c'était trop fort. Moi, depuis le départ, je savais que je ne reverrais plus mon frère vivant. C'était pas dans ses habitudes de tout manquer comme ça. Là. Bon, pour moi, je ne l'ai dit à personne, mais je savais que je ne le reverrais pas. Sentiment qui traverse, c'est la haine, il y a tout là, il y a tout qui s'écroule là. Là, ça a été difficile. Hein.
À Montpellier, pour les enquêteurs, il y a urgence à retrouver le meurtrier de Patrick. Le mode opératoire est très évocateur de méthodes utilisées par le grand banditisme, et par, on peut le dire, même par la mafia. On sait que c'était un joueur de cartes, mais entre amis. La piste du jeu n'est pas la bonne. La piste des trafiquants stupéfiants, pas du tout. Il n'y avait pas de consommation ou de revente de stupéfiants. La piste d'un règlement de compte autre, professionnel, lié à l'argent, il n'y avait pas de dette particulière. Moi, j'ai entendu tellement de choses, ça me faisait trop de peine d'entendre tout ça. Surtout que mon père, il n'était pas comme ça. C'était un bon père de famille, avec ses soucis, ses problèmes, ses erreurs, mais un très bon père de famille. Les enquêteurs décident alors de revenir sur leur intuition de départ. La piste de Rémi et Audrey est relancée. Et leurs historiques de recherche Internet sont étudiés. Les investigations faites sur le téléphone de Rémi vont révéler effectivement des recherches Internet très troublantes. Il y a des mots qui vont être des mots-clés comme alibi, cartouche, explosif, étincelle. Je crois même qu'on va trouver le Vigneret. C'est le nom de la grotte, c'est la grotte du Vigneret. Tout un lexique inhabituel pour un coiffeur à domicile. On comprend bien que c'est pas un hasard si on retrouve ces mots dans le téléphone de Rémi. Et en épluchant les relevés téléphoniques, les enquêteurs font une énième découverte. Systématiquement, avant et après chaque appel à Patrick, Audrey appelle ou rappelle Rémi. Forcément, dans la tête des policiers, on s'imagine que c'est le piège qui se met en place. C'est l'appât qui s'est intéressé à Patrick sous les ordres de Rémi. Les éléments contre Rémi et Audrey s'accumulent. Mais sans l'accord de la juge d'instruction, aucune arrestation n'est possible. Alors pendant 18 mois, l'enquête piétine. On remarque que c'est une situation qui est telle qu'il éprouve le besoin de relancer un peu l'affaire qui semble pour lui s'enliser, et ça va provoquer une émission de télévision. J'y croyais pas trop quand même. T'appelles le témoin là, bon, j'ai dit de toute manière, ça sera bien, on parlera de lui à la télé, ça sera très bien. Et ma fille, elle y croyait, ma fille m'avait dit, on ne sait jamais, un coup de chance, patati. Et puis on a eu le coup de chance, voilà. À la suite de cette émission, les enquêteurs du SRPJ vont recevoir un appel d'une voisine d'Audrey, à laquelle elle se serait confiée. Elle va, avec cette voisine, regarder cette émission, livrer une première confidence selon laquelle elle aurait une implication dans ce dossier-là, dans cette disparition-là, dans ce meurtre-là, expliquant qu'elle connaissait la personne qui avait pu faire ça. Cette dame trouve curieux que Audrey lui disait certains éléments qui se recoupent avec l'affaire. Et mais comment elle peut savoir ça? Comment elle peut parler d'une façon aussi précise sur un sujet? C'est étrange, je veux dire. C'est pas du tout quelqu'un qui va commenter un film, un documentaire, non. Audrey vient de fournir des éléments indispensables. Elle ne dit pas tout, mais en tout cas, elle implique pour la première fois Rémi le coiffeur. Donc ça a été un petit coup de pouce du côté de l'accusation pour les mettre sous les verrous. Pour les enquêteurs, ce témoignage est l'élément qu'il manquait. Rémi et Audrey sont arrêtés et placés en détention provisoire. Et peu à peu, la jeune femme va se mettre à parler. Elle explique que Rémi s'est rapproché d'elle, qu'ils ont eu une relation éphémère, qui ne lui plaisait pas, mais ils sont restés proches et assez confidents. Et elle va expliquer que Rémi lui a tenu un discours selon lequel il avait à faire face à des difficultés financières, que quelqu'un lui devait beaucoup d'argent.
Et elle fonce tête baissée parce qu'elle n'a pas de raison de ne pas le croire. Hein. Parce que c'est son ami et parce qu'il a une vie normale, c'est pas un mafieux, Rémi. Donc elle le croit. Et donc il lui dit « Est-ce que tu crois que tu pourrais m'aider ?» Elle va présenter les choses en disant que, montrant une photo de l'homme qui lui devait de l'argent, elle aurait reconnu cet homme comme étant son ex-amant. Quand elle voit la photo, elle dit « Mais je le connais, c'est Patrick ». Et là, Rémi, évidemment, lui dit si tu le connais, ça veut dire que c'est un signe du ciel, ça veut dire que c'est toi, mon ami, qui dois m'aider à retrouver cet argent. Grâce à toi, ma vie va s'arranger. » Et les enquêteurs de la PJ s'aperçoivent que c'était pas du tout un problème d'aide, d'argent. Patrick ne devait absolument pas d'argent. Et tout ça était qu'invention pour se venger d'un adultère. Pour les enquêteurs, Rémi aurait donc tendu un piège à Patrick. Et Audrey aurait servi d'appât. Très clairement, il a compris qu'elle était naïve, qu'elle était influençable. Et surtout, il a compris qu'elle avait confiance en lui. Elle n'a pas une seconde l'idée qu'elle puisse participer à un assassinat effroyable. Si Audrey reconnaît sa participation, il faudra attendre encore 5 mois pour qu'elle livre aux enquêteurs le scénario établi ce 23 juin 2014. Rémi est venu le jour même lui dire que ça va se passer aujourd'hui, lui montrer le lieu où les choses doivent se produire, c'est-à-dire la grotte. Il lui demande donc de proposer à Patrick de se voir. Patrick lui explique que lui finit son service à 16h30, donc elle lui dit je t'attendrai en face au cimetière vu que c'est à côté de ton lieu de travail. Patrick vient de sortir de son travail, il a son scooter, il garde son scooter, il allume une cigarette et puis elle lui propose de marcher un peu. Sur le chemin, Audrey aurait trouvé un prétexte pour l'entraîner dans la grotte. Est-ce que tu es d'accord pour m'accompagner? J'ai enterré un petit chat qui est mort dans cette grotte. Est-ce que tu veux bien m'accompagner? Je vais me recueillir sur sa sépulture. Patrick tombe dans le piège, accepte de suivre Audrey avec un peu de réticence parce qu'il n'est pas très à l'aise face à cette grotte de Listel connue des Sétois. Il s'avance dans la grotte à la hauteur à peu près que Rémi lui avait indiqué le matin même. Rémi rentre dans la grotte par l'entrée, il est habillé en blanc, il a un masque blanc. Il porte dans une main un sac, un petit sac qui fait une quarantaine de centimètres et un fusil. Pour Patrick et Audrey, c'est la stupeur. La jeune femme explique alors qu'elle ne s'attendait pas à ce que Rémi soit armé. Rémi sort le fusil, menace Patrick. Elle ne comprend pas, elle est terrorisée. Elle est venue là pour rendre service à quelqu'un qui a de la sympathie pour elle, nous l'avons dit. Et tout d'un coup, elle se trouve dans une scène digne d'un film d'horreur. Il jette un rouleau de scotch vers Audrey, lui demandant de bâillonner Patrick. Il lui dit, c'est très simple, si tu parles, toi et tes enfants, vous y passez. Elle fait ce qu'il lui dit parce qu'elle a une arme pointée et qu'elle est complètement perdue. Rémi lui demande de partir, de déguerpir, de sortir de la grotte sous peine de représailles contre elle et ses enfants. Alors elle sort de la grotte tétanisée et elle attend dans le rond-point plusieurs minutes sans savoir ce qui s'est passé. Elle n'a jamais assisté ni à l'exécution, ni à la crémation. Il manque des éléments au puzzle. Voilà, il manque des éléments pour comprendre ce qui s'est passé. Mais pour les proches de Patrick, Audrey ne dirait pas toute la vérité. Marc est convaincu qu'elle a été témoin de l'exécution de son frère. Moi, je pense qu'elle n'était pas au courant au départ. Par contre, je suis persuadé qu'elle assistait au meurtre, qu'après elle l'a couvert. Hein.
Mais je suis persuadé qu'elle assiste au meurtre. Après, je pense pas que ce soit une fille qui a envoyé quelqu'un à la mort comme ça sans mobile, quoi. Lui, il a mobile, mais elle n'en a pas. En fait, d'histoire, il n'y en a qu'une. C'est la vengeance de Rémi qui s'est vengé de l'adultère qui avait conduit au suicide ou à la mort de Nadège et qui lui a fait perdre toute sa famille, tous ceux qui faisaient qu'il se sentait, lui, exister. Après les révélations d'Audrey, les enquêteurs espèrent que Rémi va passer aux aveux. Rémi maintient qu'il n'a aucune raison d'en vouloir à Patrick, qu'il ne comprend pas ce qu'il fait ici. Il n'en veut pas du tout à Patrick du fait du suicide de son épouse. Il va prendre une posture d'innocent, il va dénoncer la justice, il va dénoncer voilà, toute la souffrance qu'on lui impose, en l'accablant comme ça, la honte, le déshonneur. Donc, il n'y a qu'une issue, c'est le silence. À la fin de l'instruction, Rémi n'a toujours pas fait de révélation. Audrey et lui sont mis en examen pour enlèvement, séquestration et assassinat. Mais les questions sont encore nombreuses. Dans quelles circonstances? Est-ce qu'il a voulu vraiment se venger 5 ans après avec autant de sauvagerie? Comme toute la famille et tous les proches du défunt, il y a la volonté de savoir enfin ce qui a pu se passer, quels sont les derniers moments vécus par la victime. Six ans et demi après le meurtre de Patrick, le procès de Rémi et Audrey s'ouvre. Les deux amants sont jugés pour séquestration et assassinat. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. J'étais très stressée, j'avais peur de comment ça allait se passer, comment ça allait se dérouler, les gens que j'allais voir, les gens qui allaient être à côté de moi, ce qui allait se dire, ce que moi j'allais devoir dire. J'espère rien du tout du procès, j'espère qu'ils prennent le maximum. Je savais très bien qu'il ne parlerait pas, lui. Il parlera jamais, lui. Non, j'attendais rien du procès. J'attendais que la peine, c'est tout ce que j'attendais. Je m'attendais, non. Je savais très bien comment ça allait se passer, le procès. C'est un procès où on sait que ça va être compliqué, parce qu'on est face à des gens qui nient. Enfin, un qui nie farouchement et une qui ne dit pas exactement la vérité. Donc il y a aussi la crainte de que finalement on n'apprenne pas grand-chose et que Rémi se mure dans le silence et continue dans ses dénégations. Tout l'enjeu du procès est de démontrer la préméditation de Rémi. L'occasion pour la cour de revenir sur le mobile présumé du coiffeur. Rémi confirme au procès, devant tout le monde, confirme qu'il a effectivement fait croire à Audrey qu'il n'avait pas d'argent, qu'il était sans rien, qu'il était dans une situation financière compliquée. Il le confirme devant la cour d'assises. On apprend par ailleurs que Rémi a plutôt du patrimoine, il a un bateau, il a des biens, il a de l'argent. Quelqu'un qui est propriétaire de son petit pavillon à 7, qui est propriétaire d'un fonds de commerce à 7, qui est propriétaire de garage dans sa ville d'origine à Alès, qui est propriétaire d'un bateau, qui est propriétaire de 2 voitures et qui en plus a 400 000 € sur ses comptes. Pendant les débats, Audrey a soudain la confirmation qu'elle avait eue au fil de l'enquête que tout ce qu'avait pu lui raconter Rémi était du pipeau. À la barre, la jeune femme ne cesse de réitérer ses aveux. Mais face à elle, Rémi demeure impassible. Elle, son seul souci, c'était de dire les choses et de supplier Rémi de dire la vérité. Parce que pendant le procès, à de multiples reprises, elle l'entendait parler, elle n'en pouvait plus, c'est-à-dire qu'elle l'invectivait, elle lui disait mais dis la vérité, mais bon sang, mais tu vas dire la vérité, c'est pas possible, menteur, etc.
Lui, il reste intangible et continue à dire qu'il n'y est pour rien et qu'il est innocent. C'est terrible de voir quelqu'un qui nie tout en bloc, surtout qu'au procès, je l'ai vu pleurer. Donc c'était très très dur, très très dur. Et c'est pas normal. On se dit, mais c'est pas humain d'agir comme ça. Surtout avec toutes les preuves à charge contre lui, je pense que c'était le moment d'avouer. Son attitude est tellement invraisemblable parce qu'il disait « Je ne sais pas ce qu'elle fait là. Mais qu'est-ce que je fais dans ce box ? Je ne comprends pas pourquoi on m'a mis là. En fait, je n'ai rien à voir avec tout ça. » Il y a beaucoup de colère pendant le procès. C'était très dur. J'ai dû partir et tout pendant un moment parce que c'était trop compliqué de l'entendre, de le voir comme si pour lui tout ça c'était rien. Comme si tout ça s'était pas passé. Comme si ça l'atteignait pas en fait. Pour les proches de Patrick, les 10 jours de procès ont été éprouvants. Et tous espèrent une lourde peine. Après 10 jours d'audience, donc, Audrey est condamnée à 12 ans de réclusion criminelle. Elle va être condamnée à 12 ans d'emprisonnement pour enlèvement-séquestration. Elle va être écartée de l'acte criminel proprement dit. Et à contrario, c'est Rémi, le coiffeur, qui écope de la peine la plus lourde, 30 ans de réclusion pour avoir organisé et avoir assassiné Patrick. Il y a une part de soulagement parce que voilà, on se dit tous que c'est terminé et que voilà, la justice a été faite. Ma famille, on a pris une perpétuité. D'ailleurs, je vais vous dire, moi j'ai ma mère qui est décédée il n'y a pas longtemps. Elle avait peur de mourir avant qu'il y ait le procès. D'entendre la... Et elle m'a dit, d'ailleurs elle le disait, elle dit, moi je veux savoir le procès, ce qu'il va prendre, après je peux mourir, ça ne me dérange pas. Mais alors que tous s'attendent à ce que Rémi fasse appel de sa condamnation, il accepte finalement le jugement. Pour moi, c'est comme s'il avouait le meurtre. Pour moi, c'est comme s'il avouait le meurtre. Il ne va pas faire appel parce qu'il ne va pas prendre le risque de prendre perpétuité. Et il ne va pas faire appel parce que, me semble-t-il, c'est une manière d'avouer qu'il a participé à ce crime odieux. C'est son amour-propre qui était blessé, qui devait être réparé par ce crime. Il y a vraiment il y a une partie de moi qui s'est envolée. Et il y a aussi une partie de mon enfance, parce que à 12 ans, du coup, je suis devenue pas une adulte, mais presque. J'ai dû comprendre, accepter des choses qu'à 12 ans, normalement, on n'est pas censé vivre, ni comprendre, ni accepter. C'est la partie de ma vie qui a disparu. Et brutalement. Pas parce que je le voyais pratiquement tous les jours, quoi. Ce que j'aimerais lui dire, que j'espère qu'il est fier de moi, qu'il est fier de tout ce que je fais, tout ce que j'accomplis et de la manière dont je grandis. Et qu'il est content aussi. Et que je l'aime très fort.